Bonjour les frères et sœurs de la garde de nuit. Pour le troisième La Gardez-vous de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir au mur Karine et Draven, les membres du podcast Galactifrac, le podcast francophone de référence sur la licence Battlestar Galactica. Bonjour à vous deux, vous allez comment? Mais ça va très bien, bonjour Seb. Coucou. Ouais, salut Chao. Ça va très bien, très heureux d'être là pour parler de Game of Thrones, de l'univers de George R. R. Martin et surtout merci pour ta patience parce que on en avait discuté il y a tellement longtemps et j'ai mis du temps à être dispo. Donc voilà, merci. Non, t'inquiète, normal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et étant donné que vous n'êtes pas non plus que Galactifrac, je vais vous laisser un peu vous présenter pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la podcast offert. Je commence si tu veux, ça ira beaucoup plus vite que Jérôme. Commencez par Karine, ouais. Il fait plein de trucs, Draven, Jérôme, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, je suis depuis quelque temps dans le podcast Galactifrac avec Jérôme, mais avant tout, j'ai commencé à faire du podcast dans Une fille, un podcast, qui présentait les nouveautés, les sorties de tous les podcasts indés. Et c'était il y a quand même quelques temps et ça fait, allez, on va dire 2 ans qu'il est totalement endormi, dans le coma, ce podcast. Voilà, je suis que avec Jérôme en ce moment. Ok, alors ouais, j'ai effectivement 2-3 trucs. Alors je vais essayer d'aller vite. Mon podcast principal, ou en tout cas l'original, celui par lequel tout a commencé, c'est 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler, qui existe depuis 2012, où avec mon camarade Julien, on fait des critiques de films, donc on suit l'actualité des sorties en salle. Et il y a 2 formats d'épisodes, soit des formats où, soit des épisodes où on va passer en revue tous les derniers films qu'on a vus depuis 1 mois ou 2, généralement sans spoiler. Et par contre, il y a aussi un format beaucoup plus complet, ce qu'on appelle les épisodes, les full épisodes. Donc là, c'est on prend un film, on décortique absolument tout. Mais une première partie de l'émission est complètement sans spoiler. On va donner le contexte, on va expliquer comment ça a été écrit, comment ça a été produit, d'où vient le truc, qui sont les acteurs, d'où vient le réalisateur, les scénaristes, tout ça. Bref, avec beaucoup de détails. On va donner un avis général sur le film, sans spoiler toujours, et seulement au bout d'un moment il y a un signal sonore et là on va décortiquer toutes les scènes du film en détail et là on va spoiler. Mais le but de ce podcast, c'est jamais spoiler par surprise, en fait, de pouvoir avoir aussi des critiques de films sans spoiler, c'est important. Donc voilà, ça c'est l'original. Après il y a d'autres choses, effectivement. Je participe par exemple en ce moment au podcast Cornelius Enzira pour des épisodes sur un classement musical qui s'appelle Super Love Songs Battle, où on classe des chansons, alors pas forcément des chansons d'amour ni forcément des chansons qui parlent d'amour, mais des chansons qui contiennent le mot amour dans leur titre. C'est la règle. Et ce qui est intéressant, c'est que le Dr Zaius et moi, le Dr Zaius il a un gros background punk, moi je suis très métal. Mais du coup, avec ces classements-là, et on avait déjà fait des hors-séries avant où on parlait de nos univers, mais là, avec ce classement, et tout est sur le flux de Cornelius Enzira, hein. Mais là, avec ce classement Super Love Songs Battle, on sort de nos, je dirais, domaines habituels, parce que on classe des chansons qui nous sont proposées par les auditrices et auditeurs du podcast. Je participe également à un podcast qui s'appelle The Masters of Horror Show. On revient épisode par épisode et donc film après film sur toute la carrière de John Carpenter. Donc il y a beaucoup de choses à dire et c'est un de mes réalisateurs préférés de loin. Et là, on est encore au début de carrière, hein. On a traité que 3-4 films pour l'instant. Et le dernier qui est sorti, c'est Halloween, qui est quand même ni plus ni moins que son chef-d'œuvre. Enfin, l'un de ses chefs-d'œuvre en tout cas. Donc voilà, ça c'est The Masters of Horror Show. Qu'est-ce qu'on a encore sur YouTube? On peut me retrouver dans Stranger Films avec mon camarade Florian. C'est une émission au format ou plutôt à la publication irrégulière, mais on revient sur
soit des bandes annonces pour des épisodes un peu plus courts, soit des films anciens, genre qu'on a adoré quand on était ado et dont on ponçait la VHS, et parfois même quelques films à l'affiche dans des épisodes par contre là full spoiler. Donc ça c'est sur YouTube uniquement et ça s'appelle Stranger Films. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore ? Je participe depuis peu, et je peux le dire vu la date de publication de cet épisode, à un nouveau podcast du label VHS et Canapé, qui s'appelle Futur Conditionnel, un podcast entièrement dédié à la science-fiction et aux films qui prédisent ou qui prédisaient notre futur, des dystopies, des choses comme ça, du post-apo, n'importe, enfin bref. Donc voilà, ça s'appelle Futur Conditionnel, c'est un nouveau podcast. Je serai peut-être pas dans tous les épisodes, mais en tout cas, ça mérite une oreille, je pense. Et puis, on a lancé ça. Pour l'instant, il y a au moins un épisode de dispo, qui traite du film Rollerball, si ça vous parle. Rollerball des années 70. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est déjà bien assez long pour mes activités podcastiques. Ça en fait du podcast. Ouais. Ouais, je te le fais pas dire. C'est ce qui explique en partie pourquoi j'ai mis si longtemps à être dispo pour venir te voir ici. Cet homme est une machine. Et ça compte même pas les Stucom. On a déjà eu comme invité Ego. Oui, c'est vrai. Et c'est parti également de oui, bon, ça va. Stucom, je m'occupe que de la guitare pour une petite section de l'émission, donc ça va, ça me prend heureusement pas trop de temps, sinon j'y arriverais pas. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que l'univers Galactica ? Alors maintenant, ça a 45 ans, mais dès que tous les auditeuristes ne connaissent pas cette licence de science-fiction. Donc c'est quoi Battlestar Galactica ? Alors Karine, est-ce que tu veux tenter ? Pourquoi pas ? Battlestar Galactica, c'est une série de SF. Il y a quand même déjà quelques années maintenant, mais qui est vraiment très intéressante et pertinente sur le plan politique. C'est vraiment une belle aventure dans l'espace. Et comme, je ne sais pas si on l'a dit dans le podcast qui décrypte toute cette série qu'on fait avec Jérôme, eh bien, moi, je suis la personne qui voit juste l'épisode dont on va parler. Donc, j'en ai vu, en fait, finalement, pas beaucoup. J'ai vu la première partie de la série, on va dire, qui est de 78, qui date un peu. Donc ça, on a vu cette partie-là. Et l'autre des années 80, mais il n'y a pas besoin d'en parler tellement c'est... voilà. Et donc la nouvelle, ou la récente, on va dire, on la décortique petit bout par petit bout et je viens seulement de finir la saison 1. Donc, j'aurais pas assez de recul pour en parler aussi bien que Jérôme, mais je pense que ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est pas une série qui ne fait que de la bataille spatiale ou de la démonstration d'extraterrestres un petit peu à la con. Jérôme, je te laisse compléter tout ce que j'ai pas dit. Ouais, ok, oui, Battlestar Galactica, c'est une franchise de science-fiction qui, à mon grand désarroi, est trop peu connue en France. Donc ça, c'est un de mes grands combats. C'est justement de faire connaître cette licence qu'il mérite et qui est composée de plusieurs séries. Alors, je parle même pas de tous les produits dérivés, les comics, les romans, les trucs, les jeux vidéo. Bon, il n'y en a pas 36 000 non plus, mais en tout cas, il y en a. Mais globalement, il y a eu une série originale en 1978 qui a été créée pour surfer sur le succès de Star Wars, qui a son charme, on va dire ça comme ça, très désuet aujourd'hui, hein, très kitsch, un peu dépassé. Il y a eu un spin-off en 80, mais comme disait Karine, c'est vraiment très mauvais. Et il y a surtout eu un remake à partir de 2003. Tout d'abord une mini-série en 2 parties et ensuite une série de 4 saisons. Et là, souvent, quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un qui connaît pas Battlestar Galactica, je m'appuie sur Game of Thrones, justement. Je dis, voilà, c'est... alors, toute proportion gardée, évidemment. Mais il y a des points communs quand même, dans le sens où Game of Thrones a réussi à dépasser à toucher un public bien au-delà des fans de fantasy. Et Battlestar Galactica, le remake des années 2000, c'est pareil en fait. Ça a été un véritable phénomène de société
aux États-Unis en tout cas, malheureusement pas en France, où ça a complètement dépassé les frontières des fans habituels de space opéra et de science-fiction, et à juste titre, puisque comme le disait Karine, c'est une série qui va parler de politique, qui va parler de lutte de pouvoir, qui va aborder des sujets philosophiques, sociologiques également. Religieux, oui, il y a vraiment tout y passe, et c'est extrêmement riche. C'est pas du tout, enfin, pour moi, c'est la série de science-fiction idéale pour les gens qui n'aiment pas la science-fiction en fait, parce que ça va toucher. Alors pour les fans de science-fiction, il y a de quoi faire aussi en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a aussi quelques combats spatiaux, des choses comme ça, mais ça va bien au-delà de ça. Il y a beaucoup d'autres choses, et voilà. Et la France est complètement passée à côté du phénomène Battlestar Galactica, à part quelques poignées d'irréductibles qui ont eu la chance de voir ça sur Sci-Fi, ou alors vite fait une ou deux rediffs qu'il y a pu y avoir sur Énergie 12 ou RTL 9, mais ça reste très limité. Donc, comme la série a très peu de visibilité, comme la franchise a très peu de visibilité, ben voilà, j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle Galactifrac, qu'on fait avec Karine. Il y a plusieurs formules d'épisodes, il y a des formats courts, par exemple, où je fais un peu le récapitulatif des news tous les 1 ou 2 ou 3 mois, quand il y en a des news, qui s'appelle Signa. Il y a un format un peu plus long qui s'appelle Historica, où là, je raconte toutes les coulisses de la franchise à partir de 1978 et dans l'ordre chronologique de ce qui se passe à l'écran. Et puis, il y a les épisodes avec Karine qui s'appellent les épisodes Analytica, où, comme le nom l'indique, on analyse épisode par épisode la série, et tout en racontant évidemment moi aussi tout ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, mais c'est un univers très riche et malheureusement trop méconnu, et qui a eu un succès vraiment colossal dans les pays anglo-saxons, mais qui malheureusement est trop souvent méconnu en France. Enfin, de toute façon, à chaque fois que j'en parle, on me dit je connais pas. Voilà, Battlestar Galactica, jamais entendu parler. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai l'habitude. Je n'ai vu que la mini-série et 3 premiers épisodes de la saison 1, mais bon, je me suis renseigné pas mal à côté. Et je crois que si on parle de Battlestar Galactica, en fait, j'en entendais parler depuis très longtemps. Il y a juste une image qui vient en tête, c'est c'est la scène en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. C'est l'image, l'image où il y a tous les personnages, mais qui reprend la scène de Jésus et des apôtres et tout. Et la fameuse peinture. Et c'est d'ailleurs une scène qui n'apparaît jamais dans la série, hein. C'est vraiment c'était uniquement un visuel promotionnel. Je sais plus, pour la saison 3 ou 4, j'ai un petit trou de mémoire. Mais oui, c'est une image qui est très connue, ce détournement de la scène, et qui est magnifiquement fait d'ailleurs, et qui colle bien avec la série, quoi. Ouais. Et qui permet de bien voir tous les personnages. Ouais, c'est vrai qu'il y a à peu près tout le monde là-dessus. Ouais. Alors, niveau des spoilers sur Game of Thrones, le Trône de Fer ou House of the Dragons, on va parler de l'entièreté de la série, parce que je crois que vous avez vu toute la série, et on va parler de tout ce qui est actuellement sorti dans le livre, mais selon votre niveau de lecture, on spoilera pas trop. Tout d'abord, comment vous avez découvert la saga du Trône de Fer? Par la série ou par le livre? On va commencer par Karine. Eh ben écoute, moi j'ai découvert par la série. Le livre, j'avoue, je connaissais pas. Je suis peut-être moins lectrice que certains. Mais par contre, je dévore assez facilement des séries. Il s'est avéré qu'en fait, c'est tombé à un moment où j'avais un très très grand arrêt maladie. Du coup, il fallait quand même que j'occupe mes journées. Je m'étais juste fait opérer des 2 mains. Donc je ne pouvais rien faire du tout. Alors j'ai fait les 2 séries en même temps, c'est-à-dire Game of Thrones et Walking Dead. J'ai trouvé et que j'ai regardé et poncé jusqu'à la fin de mon arrêt maladie. Et c'est là que j'ai découvert ça. C'est ce que c'était tout au début, quand tout le monde en parlait, quoi, et qu'on arrivait à la trouver comme on pouvait sur le PC.
Alors, je l'ai regardé, je me souviens, en VO, sous-titré en VF. Quand j'arrivais à trouver des épisodes sous-titrés, des fois, je regardais entièrement en VO. Alors, j'avais pas toujours tout. Et puis, j'ai regardé ensuite, quand j'ai retrouvé les épisodes avec le sous-titrage, retrouvé quelques intrigues que je n'avais pas saisies la première fois. Donc, en fait, j'ai vu une première fois la série entièrement. Et il m'en manquait des bouts. Et une deuxième fois, partiellement, mais là où j'avais vraiment tout le sens. Et puis là, je suis en train à nouveau de la regarder avec délectation, puisque je connais la fin. Et tu sais, quand tu regardes quelque chose que tu as déjà vu en connaissant la fin, tu regardes tous les petits détails qui ont de l'importance que tu n'avais pas saisi la première fois. Tu savais pas que ça allait être important. Donc là, c'est vraiment un vrai plaisir de la regarder une deuxième fois. Et c'est rare de tomber sur quelque chose qui mérite d'être vu deux fois, tu vois. Et toi, Draven? Je me souviens très très bien comment j'ai découvert Game of Thrones, c'est par le biais de Twitter. Donc lors de la diffusion de la première saison, je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler des romans, mais je voyais passer ça sur Twitter, donc vraiment au courant de la saison 1, et je me souviens de l'explosion que c'était à la fin de la saison 1, donc à la mort du père Stark. Et je me suis pas fait spoiler, je crois pas. Mais tout le monde disait waouh, c'est complètement dingue, c'est un truc jamais vu, cette série est folle et tout. Et je me disais attends, il y a un truc là. Je suis en train de passer à côté d'un truc, ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure aux antennes. Qu'est-ce que je fais? Je commence à faire des recherches. Je me dis, ok, c'est quoi Game of Thrones? Pourquoi? Comment ça vient d'où? Ok, il y a un mec, George R.R. Martin. Ok, il y a des romans. Ah ouais, ça fait un moment que ça existe et ils viennent de commencer le truc. Ça m'intéresse. Ça a l'air vraiment top. Mais moi, je veux commencer par le début. Et je fais tout le temps ça, pour tout. Donc, je me renseigne sur les livres et là, je vois que non seulement j'ai commencé à lire les livres, oui, mais il y a des préludes en livre. Il y a notamment ce qu'on appelle les Tales of Dunk and Egg, les aventures de Dunk et l'œuf, qui sont des romans courts qui se déroulent avant. Et j'ai commencé par lire ça. J'ai commencé par lire les 3 romans courts de Dunk et l'œuf, en VO d'ailleurs, parce que je les ai trouvés comme ça. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Au point que, pour être franc, je crois même que encore aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai préféré les aventures de Dunk et l'œuf à ce que j'ai lu ensuite, en fait, au roman, on va dire, de la saga principale. J'ai vraiment surkiffé ces premiers romans courts. Je trouvais ça, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantasy parce que j'ai été un grand fan de fantasy, mais j'en lis plus trop. Moi, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'ai étudié Bilbo le Hobbit à l'école en 5e avec un super prof de français, et j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais ado, avant que les films sortent. Donc et puis avec une frangine qui était aussi super fan d'Heroic Fantasy, je veux dire, on était voilà, c'est des univers que j'appréciais, quoi. Et donc là, ça m'avait fait plaisir de replonger dedans avec les aventures de Dunk et l'œuf, et j'ai commencé effectivement ensuite à lire les romans. Et j'ai lu les 4 premiers romans. Donc je parle des gros tomes, hein, pas des petits formats qui étaient sortis chez Pygmalion. Et donc je lisais ça. Donc j'avais en gros, je sais plus, j'avais réussi parce que mon but c'était de lire l'équivalent de la saison 1 avant de voir la saison 1, puis ensuite de lire l'équivalent de la saison 2 avant la sortie de la saison 2, ce que j'ai à peu près réussi à faire, et je m'y suis tenu comme ça également pour la saison 3, puis la saison 4, et je me suis arrêté là en fait, parce que j'aimais bien au début, j'ai bien aimé les premiers romans, et plus j'avançais, plus je trouvais qu'il y avait des longueurs. Alors il y avait des précisions qui étaient très intéressantes, qui permettaient de mieux saisir la série, en tout cas
je galérais pas comme la plupart des gens autour de moi. Alors c'était rigolo parce que quand on en discutait, les gens me disaient mais putain mais lui je sais plus qui c'est et tout, je galère, j'ai du mal et tout, et je disais non mais t'inquiète, lui c'est lui et puis machin et puis à ça et tout, bref. Donc ça m'a facilité la tâche pour m'y retrouver dans les différentes familles, dans la géographie, dans les trucs. Mais au bout du 4e roman, je trouvais par contre que c'était long pour être long. Trop long en tout cas à mon goût. Et j'ai arrêté. Puis à partir de... après les saisons, je sais plus, donc à partir de la saison 6, un truc comme ça, bah je me suis contenté de la série, quoi. Ou 5 ou 6, je sais plus, bref. Mais, ou 3 peut-être, parce que je sais plus, je me souviens plus exactement du découpage. Je sais qu'il y a un bouquin qui avait été découpé en 2 saisons, en fait, au début. La mémoire me fait défaut. Bref, c'est un peu vieux tout ça. Mais voilà, j'ai arrêté au bout de 4 romans, ça c'est sûr. Je trouvais ça trop long et donc j'ai continué avec la série et puis j'ai pris du plaisir quasiment jusqu'à la fin. On va dire ça comme ça. D'accord. Et vous avez un personnage préféré dans la série ou dans le livre? Je vais être très honnête. Alors bien sûr, ça paraît opportuniste aujourd'hui avec le recul. Mais moi, dès le début, j'ai kiffé Jon Snow, en fait. Et... c'est pas vrai. Il m'a pas dit ça du tout la semaine dernière. Il m'a dit je sais pas comment on peut blairer, tout le monde nanana. Ah mais c'est pas vrai. Je me sens Ne la croyez pas. Ne la croyez pas. J'ai adoré Jon Snow dès les premiers épisodes et justement, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de la série, c'était un personnage qui saoulait les gens à certaines périodes, qui le trouvaient trop cucu, trop je sais pas quoi, trop gnangnan, qui servait à rien et tout machin. Et moi je le défendais, je disais non, moi je le trouve cool, il est sensible, il a un parcours qui est pas facile, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant. Moi j'ai toujours défendu, ça a toujours été mon perso préféré et j'étais loin d'imaginer que la série finirait comme ça, quoi. Vraiment. Donc voilà, mais grand défenseur de Jon Snow ici. Et toi, Karine? Moi, je sais pas si j'ai un personnage préféré ou pas. En fait, ça varie. Tout au début, quand j'ai commencé à regarder la série, j'ai craqué sur Arya. Mais c'était facile d'être... tu vois, c'était facile d'être fan de cette gamine. Après, j'avoue que la chevalier, j'aime bien. Brienne. Brienne de Torf. Oui, Brienne de Torse. Voilà. Et puis là, je suis en train de... Donc, comme je te dis, je suis en train de le regarder à nouveau. Et je les trouve vraiment, pour beaucoup, très intéressants. Du coup, j'aime bien aussi Tyrion. Et en fait, il y en a plein. J'ai un petit peu de sentiments affectifs pour certains. Mais en fait, si je regarde vraiment le côté construction du personnage, ils sont tellement bons pour la majeure partie que je peux pas te dire qu'il y en a un que je préfère. D'accord. Voilà. Et si tu n'en préfères pas un, est-ce que tu as un personnage que tu détestes, toi, Karine? J'ai pas forcément pensé à ça. Que tu es très classique, les méchants, du style Geoffrey, du style... je peux aimer les méchants aussi, hein, mais en fait, j'aimais pas du tout Cersei au début. Puis finalement, quand tu regardes tout, quand tu sais comment elle va finir, que tu regardes tout son parcours au départ, tu dis c'est une construction complètement logique on pourrait appeler un méchant, quoi. Elle a pris tellement cher qu'elle rend que ce qu'elle sait. Voilà, on dit souvent que les gens malheureux, c'est parce que on leur a jamais montré autre chose, tu vois. Du coup, j'ai par moment, faut pas déconner quand même, par moment, j'ai presque de l'empathie. Du coup, tu vois, je la trouve attachante, puis je la déteste, puis tu vois, ça dépend des saloperies qu'elle fait au fur et à mesure de la série. Mais je la trouve tellement bien construite que si je la prends comme un personnage, j'aime la construction de tout son personnage, par exemple. La grande sœur, alors, vous savez que... Ouais, voilà. Mais j'allais trouver. Non, mais parce que tu vois, j'aurais fait une phrase à rallonge jusqu'à ce que le prénom me revienne. Et ça allait marcher. Au début, j'aurais foutu des claques. Tu vois. M'énerve.
Mais en fait, non. Non. Au bout d'un moment, tu la trouves chouette. Geoffrey Baratheon, c'est aussi un personnage qu'on a envie de détester, mais en même temps, il n'a pas élevé autrement que comme il est là. En fait, c'est une suite logique de ce qu'il a vécu et de la façon dont il a été élevé, quoi. Tu vois ? Donc, je les trouve tous très bien construits. Ouais, voilà. Est-ce que je déteste vraiment quelqu'un Ouais, allez, on va dire ça, c'est facile. Le grand frère des Targaryens, au début. Jim, non, pas du tout. Ah oui, le frère. Ou Viserys. Ah oui, oui. Viserys. Celui qui meurt. Voilà. Par exemple, c'est la personne qui meurt et tu dis oh ouais, cool, elle meurt, c'est bien. Et quelle mort aussi, parce que mourir dans l'or. Oui. Ouais. Fondu, enfin, sous du plomb fondu ou du métal fondu. Non, pas du plomb à l'époque. Ouais, voilà. Et toi, Draven ? Alors juste, je viens de me rappeler d'un truc rigolo, c'est que moi, au tout début de la série, les personnages que j'ai adorés direct, c'était, je l'ai dit, Jon Snow, mais aussi son oncle Benjen. Par contre, j'étais loin d'imaginer qu'on le reverrait quasiment jamais. Ah oui, Benjen. Lui, j'ai dû attendre très 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 longtemps pour qu'on le revoie. Personnage détesté, c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui... Et je vais... Tout a du sens, en fait. Ouais, quelque part, ouais. Je ferai une réponse peut-être à contre-courant, mais d'abord, je voulais préciser un ou deux trucs dans le genre. Par exemple, Geoffrey, c'est une saloperie, mais on a envie de savoir quelle est la prochaine horreur qu'il va faire, tu vois. Donc, je le détestais pas. Cersei... Bon, Cersei, je peux pas. Cersei, elle partait de toute façon... je peux pas la détester. Attention, je dis bien, je peux pas la détester. Parce qu'elle partait, pour moi, avec un énorme capital sympathie. Dans le sens où elle est interprétée par Lena Headey. J'adore cette actrice. Et je la connaissais avant Game of Thrones. Parce que elle avait joué le rôle de Sarah Connor dans la série Terminator. Et bon, faut savoir que pour moi, Terminator 2, c'est totalement indépassable, c'est le summum absolu de tout. Et pour moi, c'était impossible que quelqu'un reprenne correctement le rôle de Sarah Connor. Or, quand j'ai découvert la série Terminator, The Sarah Connor Chronicles, j'ai découvert en même temps Lena Headey dans le rôle et j'ai halluciné en fait de la sensibilité et la force qu'elle avait réussi à apporter au personnage de Sarah Connor. Donc du coup, même dans le rôle de Cersei, et pourtant elle est horrible, hein, mais je n'ai jamais pu la détester. S'il y a bien un perso qui m'a saoulé, c'est Daenerys en fait. Pas au début. Au début, je trouvais son parcours très intéressant. Mais au bout d'un moment, et c'est pas la faute forcément de l'actrice, même si je considère pas qu'Emilia Clarke est une actrice incroyable, c'est une actrice correcte. Je dirais ça, mais plutôt à cause de son écriture et surtout je trouvais que, alors maintenant c'est un peu loin, mais je dirais que dans les saisons 4 et 5, peut-être même 6, en fait je trouvais qu'il tirait son arc narratif tirait vraiment en longueur. Il se passait rien en fait. Elle était de l'autre côté, en train de former ses armées. On savait très bien qu'à un moment ou à un autre, elle allait revenir à Westeros, mais il se passait rien. C'était long. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des scènes avec elle, c'est imagé ce que je vais dire, mais je regardais ma montre, quoi. Je me disais, allez, on s'en fout de Daenerys, là, revenez à Westeros, il se passe tellement de choses beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, moi j'ai jamais eu... Non, mais c'est... Voilà, je parle honnêtement, hein, vraiment, j'ai jamais eu d'affect pour Daenerys. Un peu au début, mais ouais, ça s'est vite étiolé. Et puis du coup, dans les dernières saisons, ben ouais, il y avait une logique en fait pour moi dans le fait qu'elle devienne un peu antipathique. Moi, ça marchait bien sur moi. Je me disais ouais, de toute façon, elle nous fait chier depuis longtemps. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, bah, on dit la vérité ou on dit pas la vérité? Tout à fait. Moi, j'aime bien son copain Jorah Mormont. J'adore Jorah Mormont. Parce que il a un petit côté Indiana Jones. Oui. Indiana Jones.
Ouais, Ok, ouais, je trouve qu'il a un ok. petit côté Indiana Jones. Moi, il fait plus méchant qu'Indiana Jones, mais Indiana Jones lui-même, pourquoi pas. Comme Parce ça. qu'il était. Et Je dis ça parce que je crois que c'était le méchant dans Lara Croft. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Je les ai pas vus, mais oui, ouais, ça me dit quelque chose. C'est vrai. ils ont fait des bons films de Lara Croft. On fait des Je dirais films. pas, voilà. Ils ont fait des films, c'est parce qu'ils sont là. Et celui qui torture Théon, Ah bah oui, je cherche son nom, excusez. Ramsay Bolton, ouais. Voilà, oui, celui-là, là, bon, ok. Alors celui-là, on peut dire que je le déteste. En fait, la saloperie ultime. J'y arrive pas. Il est créé pour qu'on n'y arrive pas. C'est sûr. Donc c'est presque trop facile comme réponse. Et pour finir sur les personnages, en fait, là c'est un peu private joke, mais je sais que Karine dans Battlestar Galactica apprécie beaucoup le personnage de Billy. Alors juste pour situer Billy, c'est un personnage d'homme très gentil et qui est l'assistant de la présidente. Ouais, c'est un peu le secrétaire général de la présidente. Voilà, ça. Donc qui est le Billy de GOT, Game of Thrones? Alors, donc c'est la servante, je dirais c'est la servante de Daenerys, version femme, un peu comme ça. Mais moi, je suis sûre que c'est pas le mot servante qu'il faudrait que j'utilise. Ouais, ça a été son esclave, même si elle a été affranchie très rapidement. Techniquement, elle évolue, je crois qu'elle a été livrée avec les dragons, de mémoire. C'est ça. Et oui. Mais ouais, servante, ouais. Non, il y aurait un petit côté gentil comme Hodor. Ah ouais. D'accord. Tu vois, ouais, je vois. Toujours là, toujours d'accord, il va aider tout le monde et voilà. J'aime bien Hodor. J'adorais Hodor, c'est vrai. Billy et Hodor. Moi, j'aurais plutôt mis un billet sur Samuel. C'est un peu Samuel, le Billy de Game of Thrones, parce qu'il est gentil et il sert pas à grand chose pendant longtemps. Alors Samuel, ça serait, aidez-moi, c'est l'écuyer là. C'est celui qui est apprenti maître et qui est le copain de Jon Snow, le compagnon fidèle de Jon Snow. Ah, oh non, oh ouais non quand même. Ah quoique, non peut-être. Il y a un petit truc, tu vois, il est gentil. Il est toujours gentil. Oui, ok. Ok. Et il y a aussi l'écuyer du chevalier, de la chevalier. Ah, Podrick. Dites-moi le nom, je sais. Podrick, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ok. Mais ouais, il est gentil. Oui, c'est vrai, il est très gentil, Pod. Ouais. J'ai toujours eu. C'est pas du mal, mais j'ai toujours été surpris par les références à son énorme sexe dans la série. Ça m'a toujours énormément surpris, je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, bref, mais c'est rigolo, hein, c'était inattendu. Et c'était... ouais. Vous lisez les trucs sur la série qui me fascinent. Ah non, mais c'est pas possible que... Moi, je regarde la série, quoi. Dans la série, c'est sorte de private joke dans la série parce que c'est beaucoup trop. On en parle partout. Mais oui. D'accord. T'as littéralement des femmes qui se jettent à ses pieds alors que lui, il a presque pas envie, il se fait violer dans ses. Ouais, ça m'a marqué. J'étais toujours surpris. Je me disais, tiens, d'où ça sort ça, pourquoi ça? Bref. Et Samuel, je voulais dire aussi, j'aimais énormément Samuel parce qu'il me rappelait beaucoup Sam Gamgee et je pense que c'est pas complètement un hasard. Ouais, hein. Seigneur des Anneaux. Merci. Je t'en prie. Non, mais c'est... Si je peux aider sur un truc de SF que je maîtrise bien, alors c'est pas de la SF, mais oui. Ouais, c'est de la fantaisie. Bon. Ça va, on a échappé, elle a failli dire c'est pareil, mais elle l'a pas dit. Non, je fais gaffe maintenant. Il y a l'ASF, c'est logique. Oh la vache. Tu vas hurler. L'ASF, c'est logique, c'est réfléchi. Il y a un truc tu peux retrouver tout le chemin. La fantaisie, c'est ta gueule, c'est magique, c'est normal. J'ai ouvert la boîte de Pandore, pardon. C'est pas grave. Alors, ce que j'aime bien dans Game of Thrones, c'est que ça mélange un peu les deux. Donc j'accepte ce côté fantasy où je me dis ok, d'accord, accepte, il y a des marcheurs blancs. Ouais, admettons. Voilà. Il faut pas que j'ai trop souvent à dire admettons. Il faut pas qu'il y ait un magicien qui arrive, il faut pas qu'il y ait des super incantations. Là, ça me perd un peu. Donc ça va. Dans Game of Thrones, il y en a pas trop. Donc
ça passe. Oui, est-ce que, Je suis désolée pour ceux qui aiment la fantasy. Moi, sur moi, ça marche oui, ce que moins. Karine n'aime pas dans la Euh, fantasy, c'est le côté fantasy. Ta Voilà, gueule, c'est c'est ça. magique. Donc c'est très Voilà. particulier. Et c'est évident, tu sais bien que les trolls, ils font ça. Ah, mais pourquoi? Parce Parce que que c'est comme ça. Tolkien l'a D'accord. dit, et Ok. c'est comme ça. Voilà. Ça me suffit pas. J'ai besoin du pourquoi, du comment. Si tu m'expliques tout le cheminement, ok, je valide. Mm. Mais Non, mais voilà. c'est là où Game of Bref. Thrones a été très fort, justement, pour réussir à choper Mm. un public pas forcément fan de fantasy. C'est qu'ils ont quand même commencé avec plusieurs premières saisons qui étaient très ancrées dans une espèce de réalité Oui. voilà, Médiéval, ouais, médiévale, ouais. fantasmée. Antique. Il n'y avait pas trop de fantasy, justement. Et donc, ils ont accroché les gens avec ça. Et après, il faut dire que les budgets ont augmenté aussi, donc ça a aidé. Donc, ils pouvaient mettre plus de dragons, plus de choses. Mais Alors techniquement, ce sont des wyvernes. oui, Ce ne sont pardon. pas des dragons. Non, c'est important. C'est pas les mêmes animaux. Le dragon a des ailes, plus de petites pattes, tel un T-Rex. Mm. La wyverne a les pattes au bout des ailes. Attention, c'est important. Pardon. Me faire corriger. Mais tu peux Me continuer, je faire t'en prie. corriger sur de la fantaisie par Karine, ça c'est un truc que vous entendrez pas souvent. Non, c'est Ça valait sûr. le coup de venir juste pour ça. Euh, Mais tu vois, ok, les dragons, ça n'existe pas, d'accord. Mais ça passe parce que ça a été amené par des œufs Mhm. qu'elle a C'est réussi vrai. à faire naître et que, voilà, tu vois, ça sort pas de nulle part. Il n'y a pas un chevalier qui dit « Je vais chercher les dragons sur le château ». Il revient, il a des dragons. Ah, ça marche. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une construction. Et on avait ça dans Game of Thrones. Et du coup, effectivement, ils ont réussi à accrocher quelqu'un comme moi qui ne va pas vers la fantaisie de base. Ouais. Je m'excuse pour tous les gens qui aiment la fantaisie, qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est pas contre le truc en lui-même. C'est juste qu'avec moi, ça ne marche pas. Et je doute pas qu'il y a des choses géniales. Voilà. Bon, je peux ramer autant Ah que oui, je veux. oui, parce quoi, qu'en c'est ça. privé, tu dis pas du tout On ça va sur la passer à autre fantaisie. chose. Si, Excellent. si, en privé. T'es content, J'aime bien. Chao, de nous avoir invités, hein? Tu t'attendais pas. Oui, beaucoup. Histoire de détendre un peu l'atmosphère, où est-ce que vous partiriez en vacances à Westeros? Si vous aviez le choix. Ah ben, de l'autre côté du mur. Au-delà du Ah mur, ouais. chez Sauvageon. Oui, moi j'ai toujours Ah trop oui, chaud. c'est vrai. C'est pour le climat. J'en peux plus des étés, là, tout ça. Donc, sans hésiter. D'accord, au-delà du mur. Et toi, Draven? Dans les contrées des Stark, moi j'aime bien aussi. Ouais, pas forcément le froid, mais en tout cas, il y a un côté Europe, Les vieux ouais, châteaux. côté vieux château, côté Europe du Nord qui me plaît bien. Voilà, après j'aimerais bien voir, je sais pas, putain, les noms m'échappent, ça fait un peu longtemps, mais genre là où il y a les fleurs, je me souviens plus du nom de la famille ou de la maison, bref. Tu parles des Tyrell? Ouais, voilà, chez les Tyrell, des choses comme ça, mais en visite juste. Mais franchement, ouais, les royaumes du Nord, en fait, sont ceux que je trouve les plus attirants parce que j'aime l'Europe du Nord en fait et que c'est l'inspiration directe, quoi. Donc voilà, je peux pas être très original là-dessus pour le coup. Alors ça dépend, hein, s'il n'y a pas de marcheur blanc. Moi j'irais faire du ski de l'autre côté du mur. Mais, Du ski. je suis pas sûre. Bah, Oui, du ski, oui. du snow. Des ce que sports tu d'hiver, veux. ouais. Du snow avec Jon Snow. Mon Dieu. Ouais. Mais sans marcheur blanc. C'est un peu plus dangereux. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Non, mais ouais, voilà, c'était probablement pas la partie où moi j'avais les réponses les plus originales à faire, mais ouais, j'aime bien Winterfell. Est-ce que vous pensez que la saga, série et ou livre a une influence sur la science-fiction, sur la fantasy ou sur même sur la musique d'ailleurs, la musique en général? Tu veux ma réponse en premier ou tu veux laisser Jérôme parler? Oh, Karine, pensez. Alors écoute, vous allez rigoler. Mais pour moi, il y a un avant et après Game of Thrones. Jérôme, tu connais Oui, oui. déjà la Tout à fait. référence que je cite très très souvent dans Battlestar Galactica.
Tu sais, c'est comme avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ben, moi, c'est avant Game of Thrones et après Game of Thrones. C'est-à-dire que j'ai découvert dans Game of Thrones que le personnage principal pouvait mourir. Jamais j'avais regardé une série où, dans les premiers épisodes, il meurt. Donc quand j'ai vu le père Stark être tué, j'ai halluciné parce que j'ai tellement eu l'habitude de regarder des séries. Je rappelle quand même, je suis peut-être plus âgée que la plupart des personnes qui nous écoutent. Moi, toutes les séries, jamais un personnage principal ne serait mort. Donc le suspense, il n'y en avait pas trop. Au pire, il était un peu amoché, voilà quoi. Mais là, waouh, ils l'ont fait mourir quoi. Je n'en revenais pas, je savais même pas que c'était possible de faire. Je me suis dit, bah, mais du coup, c'est qui? Ça va être qui maintenant le personnage principal? Et tu vois, ça rebondit comme ça et ça rebondit, ça n'arrête pas. Donc pour moi, il y a un avant et un après. Donc à partir du moment où il y a une série qui a été faite après qu'on ait tous vu Game of Thrones, je pense que les scénaristes se sont autorisés à faire mourir des gens importants. Et toutes les séries qui étaient avant que sorte Game of Thrones, bah, j'ai pas de... je frissonne pas à me dire, oh mon Dieu, le personnage de cette série est en danger. Bah, c'est non, non. Tout ce qui est avant Game of Thrones, je sais qu'ils vont pas mourir. Tu vois? Et donc j'en parle souvent dans Battlestar Galactica puisque ça a été fait avant. Et des fois, Jérôme, tu me dis, mais tu te demandes pas ce que va devenir ce personnage? Bah, c'est bon, je sais qu'il meurt pas. Je le sais, quoi. Et ça se vérifie, hein. Mais ça se vérifie souvent. Ça se vérifie souvent. Et après Game of Thrones, il y a eu une mode des têtes coupées. Ouais. Non, mais voilà, ça c'est mon opinion. Et comme en plus j'ai vu Game of Thrones et Walking Dead en même temps, où là aussi les personnages principaux peuvent mourir, je l'ai vécu comme vraiment un avant et un après dans le monde de la série. Voilà ma réponse. Parce que, évidemment, sans trop spoiler, mais dans Battlestar Galactica, il y a des morts, mais il y a quand même beaucoup moins, en fait, de mémoire. Ouais, il y a... c'est une époque différente, mais c'est surtout... enfin, pour moi, c'est pas qu'une question d'époque. Effectivement, il y a quelques morts quand même dès le début de la série, quelques morts marquantes, mais pas trop dans les personnages principaux. Mais quand même des morts... Non. On s'est pas non, attaché, voilà, on n'a pas quoi. eu le temps. C'est surtout pour poser l'univers, en fait, et qu'on comprenne que les Cylons... lorsque les Cylons, c'est vrai qu'on n'a même pas pitché Battlestar Galactica, mais globalement, en gros, c'est les robots qui s'appellent les Cylons, qui ont été créés par les hommes, qui se sont rebellés déjà par le passé contre les hommes. Cette fois, ils ont créé des nouveaux modèles à l'apparence humaine. Et après un armistice à la fin d'une première guerre déjà bien sanglante, eh ben, ils reviennent complètement par surprise, mais cette fois donc avec des nouveaux modèles à l'apparence humaine. Et ils défoncent quasi la totalité de l'humanité, qui est répartie sur 12 planètes. Et atomisent. oui. Et donc tout ce qui reste, le peu qui reste en fait de l'humanité, ben est réparti sur quelques vaisseaux spatiaux, accompagnés, escortés par un seul vaisseau militaire qui s'appelle le Battlestar Galactica. Et donc, oui, cette destruction des 12 colonies, des 12 planètes au début, ben voilà, forcément, il faut qu'on comprenne que les Cylons rigolent pas du tout. Donc, il y a quelques morts marquantes, mais c'est vrai que on n'est pas seulement dans une autre période, on est surtout sur un autre type de série. Parce que ce que Game of Thrones et Walking Dead ont changé dans la perception du public, et je le comprends, j'y avais jamais pensé avant que Karine m'en parle, hein, et elle a raison dans ce qu'elle dit, c'est que ça a été une espèce de prise de conscience, ok, il y a des personnages principaux qui peuvent disparaître maintenant, et on le voyait pas trop avant. Mais la raison qu'il y a derrière ça, c'est que Game of Thrones, c'était HBO, The Walking Dead, c'est AMC, ce sont des chaînes privées, et donc qui produisaient des séries qui n'avaient pas du tout le même ton que la plupart des séries américaines qui touchaient le grand public jusque-là. En fait, les séries américaines auxquelles on était habitué jusque-là, c'était des séries qui passaient sur les grandes chaînes américaines, ABC, NBC et compagnie, CBS et autres. Et donc, et Battlestar Galactica est aussi un peu dans cette mouvance-là, même si elle n'est pas passée sur
sur une grande chaîne, elle passait sur Sci-Fi, qui était qui voulait avoir un positionnement quand même plus familial, un peu comme les grandes chaînes. Donc c'était plus difficile d'avoir des séries pour adultes, on va dire ça comme ça. Or les séries pour adultes, il y en avait déjà avant Game of Thrones évidemment, mais très peu avaient réussi à toucher le grand public. Et donc effectivement cette donne qui a changé à partir de Game of Thrones, j'y avais jamais pensé, mais Karine, tu m'as fait prendre conscience que oui, en fait, dans l'esprit du grand public, là, c'est devenu flagrant que personne n'était en sécurité. Et je pense effectivement, je suis entièrement d'accord quand elle dit que ça a probablement influencé l'écriture de certaines grandes séries qui sont venues derrière, où justement il a fallu comme ça faire en sorte que aucun personnage ne soit en sécurité, parce que c'est un ressort narratif qui marche bien et qui accroche bien le public. Donc rien que ça a changé. Après ça a pas changé que ça, hein. La fantasy, bon, c'est jamais un genre qui est vraiment mort, mais bien que là on est sur un type de fantasy un peu différent, on est sur de la dark fantasy, donc on est moins kikoulol, dragon, sorcier, troll, je ne sais quoi. La fantasy, je pense, a connu un rebond quand même assez énorme grâce à Game of Thrones. Bon, il en avait déjà connu un grand grâce au film du Seigneur des Anneaux, donc c'est pour ça, c'est un genre qui était pas mort, mais je pense que ça a encore relancé le truc et justement que ça l'a fait dériver vers de la dark fantasy, en fait, quelque chose de plus adulte, de plus mature, de plus violent, de plus sexuel aussi, qui est quelque chose finalement qui a un aspect qui était peut-être moins commun avant le succès de Game of Thrones, où la fantasy, il y a eu des périodes, je suis pas un expert, mais il y a eu des périodes où ça tournait un peu en rond, quoi. Je veux dire, on était toujours dans les bases posées par Tolkien, et c'était toujours la même formule. Game of Thrones a un peu secoué tout ça pour le meilleur, et c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et puis aujourd'hui, de toute façon, on continue de comparer beaucoup de séries qui sortent. On dit, est-ce que ça va être le nouveau Game of Thrones ? Voilà, quoi. On sait très bien que Netflix aujourd'hui, la prochaine série produite par Benioff et Weiss, c'est une série de science-fiction, mais ce qu'ils en attendent, c'est d'être le nouveau Game of Thrones, quoi. Clairement, ça reste un marqueur très important. C'est une pierre angulaire en fait dans l'histoire des séries télé. Et voilà, donc ouais, ça a changé énormément de choses. Je pense qu'il faudrait être sacrément buté pour dire le contraire. Totalement. Mais tu parlais du sexe qui a une place quand même assez prépondérante dans la série, et puis même éventuellement aussi dans le livre, parce que il n'est pas exempt du livre. La série l'a plus montré et a rajouté un peu de scène pour faire du fanservice, il faut l'avouer, plus que dans le livre. Mais j'étais assez étonné en regardant le début de la série, Battlestar Galactica, il y a quand même une présence du sexe qui n'est pas négligeable pour une série quand même qui est précédent God, parce que c'est quand même présent à plusieurs reprises et en ayant vu qu'une partie de la série, en fait. Ouais, c'est intéressant que tu relèves ça, parce qu'effectivement c'était une volonté de Ronald D. Moore, hein, quand il a rebooté Battlestar Galactica au début des années 2000. En gros, j'explique ça dans des épisodes entiers de Galactifrac, mais en gros son but c'était de s'éloigner des clichés de la science-fiction. C'est-à-dire que lui-même avait travaillé comme scénariste pendant 10 ans sur Star Trek, sur plusieurs séries Star Trek, et puis il y a plein de clichés qui sont véhiculés aussi par Star Wars et tout ça, et donc lui il a dit ok, moi si je fais une série de science-fiction, si on me laisse les rênes d'une série de science-fiction, c'est pour faire tout ce qu'on voit jamais. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il choisit de montrer du sexe. Alors évidemment pas de façon aussi explicite que dans Game of Thrones, parce qu'on n'est pas sur HBO et qu'on peut pas montrer du nu frontal, mais effectivement il y a un personnage, Gaius Baltar, qui est un obsédé sexuel, on va le dire clairement, et qui a régulièrement des fantasmes très imagés dans la série. Et c'était un choix, et ça n'a pas été facile pour Moore d'imposer cette vision auprès des décideurs des grandes chaînes, parce que justement tout le monde était persuadé qu'il allait faire un truc à la Star Trek, avec des décors complètement aseptisés,
avec on parle jamais de sexe comme dans Star Wars. Enfin, comme dans Star Wars. On a vu, c'était dans Endor, je crois. On a eu une simili-scène de sexe, mais il a fallu attendre 2022 pour qu'il y ait du sexe dans Star Wars. C'est assez fou. Que dans Battlestar Galactica, lui, il a dit tout ce qu'on voit jamais dans la SF, je vais le faire, je vais le montrer parce que justement pour montrer qu'on peut faire autre chose. Et c'est aussi pour ça que Battlestar Galactica est devenu aussi connu, encore une fois, plus aux États-Unis que chez nous, mais parce que ça cassait beaucoup de clichés en fait. Ça ne noyait pas les spectateurs sous un langage technique, pseudo-technique, incompréhensible. Non, en fait, le vrai intérêt, comme dans Game of Thrones d'ailleurs, hein, le vrai intérêt, il était sur le parcours des personnages. On va s'attacher à des personnages au début, et ce qui va nous faire rester dans la série, c'est leur parcours. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont devenir, où ils vont, pourquoi, et évidemment avec un showrunner qui prend énormément de plaisir à les mettre dans des situations impossibles. Et extrêmement tendu quoi. Et encore une fois en évitant les clichés habituels de je sais pas, la princesse qu'il faut aller délivrer ou des trucs comme ça quoi. Donc ouais, mais c'est intéressant ouais, que tu relèves ça parce qu'en plus il parle de sexe dans Battlestar Galactica plus qu'on en montre vraiment beaucoup, mais c'était pas courant et c'est ce qui a aidé la série à se faire remarquer. Comme Game of Thrones, on va pas se mentir. Hein, c'était de toute façon HBO est connu pour ça. Hein, c'est la chaîne où il y a du sexe, voire du cul et de la violence dans un peu toutes les séries. Enfin, c'était un peu le cliché qui véhiculait à une époque. Et les premières saisons de Game of Thrones ont bien confirmé ce cliché aussi. Mais bon, c'était une liberté artistique qui était permise par cette chaîne payante qui n'était absolument pas possible sur les grandes chaînes américaines, quoi. Et tant mieux, hein, pour le mieux. Comme quoi, le public était en attente finalement de ce type de contenu, sinon Game of Thrones n'aurait jamais eu ce succès, quoi. Donc bon, c'est ma théorie. Je pense qu'elle a une grande part de vérité, enfin, selon mon avis. Karine, en plus de faire du podcast, tu fais également de la couture, parce que je crois que tu es couturière. Est-ce que tu as un avis sur les costumes ou la couture dans la série Game of Thrones? Oui, voilà, c'est ça. Ben, j'ai un atelier de couture. Et du coup, c'est vrai que quand je regarde des films d'époque, j'ai souvent cet œil critique, des formations professionnelles. Et il y a beaucoup de films qui me laissent un petit peu sur le côté. Parce que c'est incohérent, ça correspond pas avec l'histoire du costume de l'époque. Là, déjà, au niveau cohérence, on est bon. Au niveau aussi cohérence avec le climat, ça peut paraître très con, mais on a des fois l'homme est habillé avec sa peau de bête et la femme à côté. Et techniquement, elle serait sûrement morte d'une pneumonie si elle pouvait s'habiller comme ça, tellement il fait froid et tellement elle est dénudée, tu vois. Ça m'énerve à chaque fois. En fait, je me dis, mais c'est complètement impossible qu'il y ait quelqu'un qui est chaud et quelqu'un qui est froid l'un à côté de l'autre. Ça me dérange, en fait. Il y a un truc dans les costumes qui vont pas. Ou tout simplement que le costume est fabriqué avec des techniques qui n'existaient pas pour l'époque. Ça, c'est pas ouais, possible. c'est intéressant parce que nous, on n'y pense pas du tout à ces trucs-là. Mais oui, bien vu. Ah ouais, mais moi ça, enfin, c'est comme si tu voyais le costume de Jon Snow fermé avec une fermeture éclair, quoi. C'est pas possible, tu vois. Ça ne pouvait pas exister. Ça peut être que des choses qui sont déjà cousues à la main. Et ils en font référence d'ailleurs, puisque Sansa coud tous ses costumes elle-même dans la série. Hein. En vrai, je suis pas sûre. Et peut-être que, on n'en sait rien. À force de passer des heures à broder dans les saisons, dans les premières saisons, peut-être elle a appris à coudre, on ne sait pas. En tout cas, quoi? Il se marre. On sait Oui, pas, c'est vrai, c'est elle possible, fait du on sait point de jamais. croix là, tu sais. Apparemment, ça a l'air d'être un truc fun. Moi, je pense qu'on se fait chier à faire ça, mais voilà. Donc, elle coud toutes ses robes, tous ses vêtements. Elle le dit dans le début de la série. Elle en est très fière parce que c'est sa mère qui lui a appris à le faire. Et parallèlement, Arya, elle en a rien à foutre. Voilà, et je pars là-dessus, mais du coup, je me perds parce que j'étais pas partie pour raconter ça. Donc, on a des vêtements qui sont faits
à la main, avec des techniques comme à l'époque. Et si, par exemple, il y a des assemblages qui sont faits à la machine, c'est des assemblages qui sont invisibles. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Tout ce qui est visuel est cohérent. La façon dont sont portés, je sais pas, les capes, les pourpoints, c'est ce vêtement qui fait veste et en même temps presque jupe. Ça, c'est pareil, ça tient la route. Le fait que ce soit un peu capitonné, un peu moelleux. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblent les vêtements de la garde de nuit. Mhm. On dirait que ce sont des petits matelas. Bon, bah, tout ça, voilà, ça va, c'est cohérent, c'est faisable et c'était logique d'avoir des vêtements aussi chauds pour cette époque-là. Et les femmes sont aussi vêtues de vêtements qui leur tient chaud. Voilà. Donc les costumes, ils ont été faits par Michelle Clapton dans Game of Thrones pour les 8 saisons. Hein, la couturière, cette costumière, pardon, c'est pas la même chose. Hein. Une couturière et une costumière, c'est encore 2 métiers qui sont différents, même si on se retrouve sur beaucoup de points communs. Si tu veux, je peux prendre 5 minutes pour expliquer la différence. Oui, vas-y. La couturière, elle fait les vêtements que vous portez là, maintenant, sur vous, qui sont des choses dans lesquelles vous allez être à l'aise. Vous allez pouvoir les enfiler, vous allez pouvoir les laver, vous allez pouvoir voilà. Le fait de l'enlever, de le remettre tout seul, déjà, c'est important. Et puis que ce soit fonctionnel. Ça, c'est la couturière. C'est pour le quotidien. Même si c'est des cérémonies, peu importe. En tout cas, c'est des vêtements que tu vas pouvoir porter. La costumière, c'est différent. Ce sont des vêtements qui sont faits pour être visuellement quelque chose d'intéressant. Donc, ce ne sont pas les mêmes systèmes d'assemblage, ce ne sont pas les mêmes systèmes de fixation. Et surtout, les costumes sont censés pouvoir évoluer en fonction de qui va aller dedans. Parce que vous pouvez très bien avoir des bibliothèques de costumes, des garde-robes de costumes, qui vont des fois être pris pour telle ou telle série, pour telle ou telle pièce de théâtre. Et ben un coup, l'acteur, il va faire du 38, et puis un coup, il va faire du 42. Et la costumière, elle va créer le vêtement de manière à ce qu'il puisse s'adapter à toutes les tailles. Il va être aussi fait pour que, par exemple, si c'est tout le temps filmé de face, on va pouvoir faire un gros costume avec, du coup, une grosse fermeture éclair bien facile à enfiler derrière. Et il y aura une cape, et vous allez jamais la voir. Mais devant, il y aura des faux crochets d'époque ou des choses comme ça. Donc en fait, le costume est quelque part un petit peu arrangé pour que visuellement, tu aies l'impression que ça marche. Et techniquement, on va quand même utiliser les solutions de notre époque et qui sont quand même plus faciles. Pardon. Tu vois la différence ? Totalement. Donc par exemple, il se peut très bien qu'une belle robe où tu as l'impression qu'il y a 5-6 couches de textiles l'un derrière l'autre, en fait peut-être qu'il n'y en a qu'un seul et que c'est fermé juste derrière par un gros système d'agrafe ou de fermeture qu'elle va pouvoir enfiler en une seule fois. Le costume, il va s'enfiler d'un coup d'un seul. On ferme la fermeture dans le dos et hop, on met une cape et le tour est joué. Donc ça, c'est des choses qui sont pas confortables. Tu vas jamais porter, toi. Mais au cinéma, ça passe. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est costumière et quelqu'un qui est couturière. On a 2 métiers qui se ressemblent, mais des techniques qui sont différentes et surtout des solutions qui ne sont pas pour les mêmes choses. Nous, on a besoin d'être confortablement installés. Eux, ils ont besoin d'être visuellement très jolis et cohérents. Donc cette femme, Michelle Clapton, elle avait déjà lu tous les bouquins, les scripts, et elle avait réfléchi à tous les personnages quand elle a... Je ne sais pas si elle a répondu à un appel d'offres ou si on lui a demandé de passer un entretien, je ne sais pas. Bref, ils l'ont engagée et ils l'ont gardée pour, donc, je disais, les 8 saisons. C'est assez énorme quand même de ne pas changer de costumière en cours de route. Et il y en avait pour 10 millions de dollars de costumes. Et ils auraient eu 3 Emmy Awards de récompense. Donc le nombre de costumes, il y a quand même 8 saisons et pas mal de personnages. Il y a 3000 costumes et 400 accessoires. Parce qu'un costume sans accessoires, il est quand même... C'est comme un costume nu, quoi. Et dans tout ce qui est accessoirisé,
Vous allez retrouver les armures, vous allez retrouver, je sais pas, les pendentifs, les broderies aussi, qui sont des fois... Ça, c'est intéressant parce que vous allez voir les costumes juste comme ça. Ça va passer devant vos yeux sans peut-être vous allez pas pouvoir faire attention parce que vous n'avez pas notion de ce que de ce que vous devriez voir. Je dis pas que vous savez pas qu'il faut voir. Je dis juste que vous n'avez pas un œil averti sur ça. Toutes les broderies vont vous faire ressentir quelque chose. Il y a des moments où vous aurez une broderie super sombre ou alors avec peut-être une tête de mort ou peut-être des fleurs, mais vous n'allez pas faire gaffe. Mais votre œil va inconsciemment voir quelque chose de triste ou quelque chose de gai et ça va être transmis en plus du scénario dans le costume. Pareil pour les couleurs. Donc c'était quelqu'un qui... Bon, alors, ok, c'était la costumière en chef, mais elle n'était pas toute seule. Hein, je crois ils avaient quand même une équipe, je crois une centaine de costumiers qui travaillaient avec elle. Et donc, c'était quelqu'un qui était très, très passionné par les couleurs, les teintures. Elle faisait ses teintures à la main ou de façon artisanale pour reprendre les teintures de l'époque. Elle essayait pas de trouver quelque chose qui était ressemblant. Elle allait carrément... chercher à reproduire la même technique, avoir les mêmes couleurs, qui soient aussi des couleurs cohérentes, puisqu'on n'avait pas des systèmes de teinture comme maintenant. Donc chaque clan a une teinte bien respectée. Donc pour, je sais pas, par exemple pour les Lannister, la teinte c'est le rouge, et au fur et à mesure de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils subissent, tu vas avoir le rouge qui va être plus ou moins foncé, plus ou moins éclatant, plus ou moins quelque chose vers pourpre. Quand il y a des deuils, alors d'accord, le vêtement il sera noir, mais tu verras qu'il y aura toujours une touche de rouge quand même derrière pour remontrer la teinte du clan qui est toujours là. Voilà, par exemple. Et je suis peut-être un peu longue. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce que je sais pas si tu as envie que je continue parce que en fait moi, je trouve ça passionnant quoi. Donc ils ont sorti un très très bon livre sur les costumes de Game of Thrones. C'est limite une encyclopédie quoi, hein. C'est un énorme pavé et bon, j'ai craqué, je me le suis acheté et c'est fantastique. Tu as presque 2-3 pages pour chaque personnage avec un petit descriptif de tout ce qui lui arrive dans la série. Donc là, par contre, le livre, clairement, il faut avoir vu la série en entier parce que t'es entièrement spoilé, hein, ça va de sa naissance à sa mort. Mais vraiment très très résumé, hein, très rapide. Et il te dit que là, tu vois, elle était comme ça, elle avait cette robe-là, là, elle était comme ça, alors on a fait évoluer la robe comme ça, et puis elle a subi ça, donc on a fait encore évoluer la robe comme ça. Et c'est décortiqué, donc c'est génial parce que tu regardes le bouquin et tu retournes voir dans la série, tu fais ah mais ouais bien sûr et j'ai pas vu tout ça, mais en fait tu as quand même eu le sentiment de ce que voulait faire passer la costumière. C'est génial quand même. Si je prends un exemple, si on prend Cersei par exemple, tout au début, elle va porter une robe dans les bleus, bleu ciel. Et là, la costumière explique que c'est le bleu, le symbole de l'oiseau en cage. Et elle est mariée, à ce moment-là, de force à Robert. D'accord ? Donc elle est un peu soumise, elle est en mode petit oiseau, hein, le ciel. Et puis des robes un peu façon kimono, très facile à enlever. Encore une fois, comme elle est soumise, elle est censée être tout de suite open s'il y a un homme qui a envie d'elle. Et puis au fur et à mesure, elle va devenir régente et la robe elle va évoluer. Elle va d'ailleurs repasser dans le rouge qui était la couleur de sa famille. Hein. Et puis la robe, elle va de plus en plus se fermer. C'est-à-dire qu'au départ, cette robe qui était très facile à enlever, elle va être de plus en plus près du corps, vraiment ficelée, avec des lacets, des choses comme ça. Au mariage de son fils, alors là, elle perd un peu son pouvoir, donc on n'a plus les broderies de lion flamboyants sur la robe et sur sa belle robe rouge. Et sa robe, elle est toujours rouge, mais d'un ton un petit peu plus terne, tu vois, comme un rouge un peu délavé. Tu sens qu'elle perd de son pouvoir.
Et ils l'ont montré aussi comme ça. Et par la suite, elle va quand même perdre son fils et ses enfants. La robe devient noire. Et c'est là que les broderies que je disais entrent en jeu. Il y a toute une série de broderies de lions qui sont sur la robe noire, qu'on remarque pas forcément. Et ce lion-là est amoindri, squelettique. Et ça nous montre quelque chose d'une souffrance. Mais le lion, il est toujours là, tu vois, il est toujours vivant. Mais même s'il est affaibli, elle le porte quand même. Et une fois qu'elle est reine, elle quitte plus le noir, bien sûr. Et sa robe est renforcée de plein de petits clous, comme une armure, tu vois. Donc là, elle est vraiment en mode protection. Et une fois qu'elle est enceinte, alors là, la robe revient rouge super vif. Et encore plus de petits clous tout autour des hanches et de la partie ceinture pour protéger son ventre et son enfant, tu vois. Et donc, je trouve vraiment, voilà, je trouve ça vraiment pertinent d'être allé aussi loin dans le détail et d'avoir un costumier qui sait de quoi il parle, quoi. Tu vois ? Tellement. Je pense que le livre dont tu parles, c'est Game of Thrones, les costumes, qui a été écrit par Ouais, Michel c'est ça. Clatton, c'est ça, oui. Et un Mm, très mm. bon. Alors, je ne l'ai pas, mais j'ai pu le feuilleter. Et niveau photo, il est magnifique. Ah oui, oui. Pour s'en à peu près, je crois que c'est jusqu'à la fin d'ailleurs. Tous les costumes, ou une bonne partie des costumes qui ont été faits. Parce que je crois qu'il y avait combien 3000 costumes et 4000 accessoires, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est énorme. Et mais tu avais le nom de la brodeuse peut-être Oui, quand tu as fait des recherches. voilà, la personne qui a fait parce que les costumes ont été faits par Michel Clatton, et la brodeuse qui a également fait toutes les broderies de House of Dragon, c'était Michel Harag. Alors, je pense peut-être mal, je crois que ça doit être irlandais. Michel Harag. Oui, oui, je crois qu'elle était anglaise ou quelque chose comme ça. Il me semble avoir lu ça quelque part. Il y avait aussi une petite chose qu'on remarque pas forcément, mais que j'ai lu dans le bouquin, donc je n'ai aucun mérite à ça, mais quand tu regardes, tu fais « Ah mais ouais », tu vois les photos, tu fais « Mais oui, c'est vrai, j'ai pas vu ». Tu vois, dans la famille Lannister, tu as le... Et voilà, le nom me manque, mais ne me dites rien, je retrouverai au fur et à mesure de mes paroles. Tyrion, par exemple, il va porter à un moment donné dans une bataille une armure pour se protéger, ok ? Et ben, contrairement à son grand frère, qui Gianni, là je t'avais dit qu'au fur et à mesure de parler, j'allais retrouver le prénom. Lui, il porte une armure hyper classe, vraiment quelque chose qui le protège vraiment bien. Et ben pour Tyrion, son armure, elle est bon, on dirait qu'on a récupéré quelques armures de l'un ou l'autre, et puis ça lui ira. Et en fait, ça montre aussi l'intérêt que sa vie a pour sa famille. C'est-à-dire qu'ils vont pas trop se casser le cul, quoi. Après, s'il meurt, c'est pas très grave non plus. Et, et donc là, pareil, en fait, son costume n'est pas ajusté, n'est pas... voilà. Il est un peu plus brouillon. Parce que c'est un personnage qui a moins d'importance pour la famille. Ça veut pas dire que c'est un personnage qui n'a pas d'importance. Hein. Tu vois le... Oui, je vois donc, ouais, c'est ce genre de truc qu'on retrouve et qui est expliqué dans le bouquin, d'ailleurs. Et puis après, t'as les petites anecdotes qui sont connues. Comme même toi, Jérôme, tu la connaissais, c'est pour dire. C'était gentil. Merci. Oh, c'était gentil. Oui. Je te la laisse. Allez, c'est toi qui la raconte. Non, oui, non, mais la fameuse anecdote Ikea. Mais c'était quoi? C'était pour la garde de nuit, c'est ça? Oui, c'est pour les... Alors, c'est entre autres pour les capes de la garde de nuit. Ok. Ouais, c'est un truc que j'avais vu passer sur Twitter il y a très longtemps, parce qu'il y avait des comparatifs entre la photo dans la série et une photo extraite du catalogue Ikea. Et c'est pour ça que ça avait marqué beaucoup de monde, et c'était des tweets qui étaient extrêmement populaires. C'est de là que j'avais l'anecdote, ouais. Oui, oui. En fait, elle est allée acheter des tapis, des descentes de lit, comme on appelle ça. Des tapis en fausse fourrure chez Ikea, qu'elle trouvait adéquate pour être la cape de la garde de nuit. Et puis pour d'autres fourrures aussi. Hein. Il y a des fourrures qui sont sûrement beaucoup plus proches de celles
de la vraie fourrure, mais tu as aussi de la fourrure comme ça, qui suffit. Parce qu'en fait, il y avait toute une équipe qui était là pour faire vieillir les costumes. Parce que si tu prends du cuir ou du faux cuir, ou comme dans les armures, elles ne sont pas forcément en métal, il y a un petit peu de métal, mais c'est surtout après, du son qui est remis quand ils se tapent et que ça fait vraiment un bruit de métal, c'est du son qui est remis par-dessus. La plupart du temps, c'est de la mousse. C'est de la mousse ou bien quoi d'autre, je ne sais plus, mais quelque chose comme ça. Et du coup, il faut les vieillir, il faut les teinter, les casser, les froisser. Et il y a même aussi un produit qu'ils mettent pour givrer les poils. Tu sais que dans la garde de nuit, ils ont toujours l'air d'être congelés, les gars. Oui. Voilà, donc il y a des bombes qui font blanc sur le bout des poils pour te donner l'impression d'être givré, et peut-être aussi sur les barbes, comme ça. Donc il y avait une équipe qui était là pour user les costumes. C'était que je dise pas de bêtises, c'était la Breakdown Team qui était appelée comme ça. Et il y a même des costumes qui n'étaient pas censés passer à la machine à laver, qui faisaient exprès de passer à la machine à laver pour les flinguer, quoi, tu vois. Okay. Et puis les costumes étaient bien sûr testés avant d'être utilisés par les acteurs, pour voir si on pouvait se mouvoir dedans, pour voir si ça ne cassait pas, parce que c'est quand même con de faire une grande scène et puis que le pantalon tombe ou je ne sais pas. Truc dans le genre, quoi, tu vois. C'est gênant. Oui, c'est ça. Alors après, il y a aussi toute la partie perruque et choses comme ça, mais qui fait pas partie de la costumière. Je pense que peut-être qu'ils ont des relations entre les équipes, mais ça, je pense que c'est plus la partie maquillage. Donc voilà, entre autres, je sais pas quoi d'autre comme petite chose que je peux rajouter. Tu as Arya qui à la fin de la série porte un mélange de costumes qui reprend le costume de son père et le costume de Jon Snow. En fait. Et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est super agréable pour le deuxième visionnage, tu vois, j'ai le temps de regarder tout ça. D'analyser les costumes et puis de voir tous les petits détails. Et c'est vrai que la série a vraiment été, même, je crois, plusieurs fois récompensée pour cet aspect-là, pour les costumes et la partie technique. C'était vraiment une véritable réussite. On pense qu'on veut du scénario, de mon point de vue bien mais imparfait, mais niveau technique, on était vraiment sur un niveau très très haut de maîtrise. Ah oui, on voit des moments où c'est que elle est en train, j'ai regardé un ou deux reportages où ils sont en train de fabriquer les costumes des géants ou de certains marcheurs blancs. Où tous les morceaux de peau, ils sont assemblés ensemble pour fabriquer le costume. C'est vraiment un boulot de fou. Hein. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là qui me plaît beaucoup. Chez Euteris, c'est le choix du montage. Dans un souci de vous fournir un épisode pas trop long et donc digeste, j'ai décidé de découper le passage de Karine et Draven dans notre humble demeure de Château Noir en deux. Donc pour connaître le lien qui peut entretenir Battlestar Galactica et la saga du Trône de Fer, rendez-vous fin décembre pour la deuxième partie. En attendant, prenez le temps de découvrir les productions podcastiques de nos deux invités. Et n'oubliez pas, la Garde de Nuit, avec son site, son wiki et son forum, continue de veiller pour vous sur l'univers du Trône de Fer. Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Je vous mettrai dans la description du podcast un lien vers le site La Garde de Nuit, qui vous permettra de rejoindre l'association. En plus, quand vous écouterez cet épisode, ce sera le début de la semaine générale de La Garde de Nuit. Alors, à bientôt sur le forum, ou à dans un mois, pour retrouver Karine Draven, du podcast Galactic Frac, et à voir la suite de l'épisode. À la prochaine! Yeah.